un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement appliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel opus des commissaires de course. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour faire le bilan final de la Vuelta. Et avec nous sont réunis donc Charles. Bonsoir à tous. Noé. Salut. Daniel. Salut. Greg. Salut. Et votre serviteur Max. Voilà donc très heureux de vous retrouver pour donc ce dernier volet consacré à la Vuelta. Une dernière semaine finalement où les choses se sont bien décantées. Et après une sorte de Vuelta par élimination, d'une certaine manière, pour évoquer un jeu bien connu sur VCN, sont émergés d'abord 3 candidats, puis 2, puis finalement 1. Le vainqueur que tu voulais d'abord peut-être évoquer toi, Noé. On sait que tu apprécies le style de ce coureur. Donc voilà, une belle victoire de Simon Yates. Alors juste avant de te laisser la parole, je vais quand même reprendre très vite le podium final afin de vous le rappeler. Donc victoire de Simon Yates devant Enric Mas à 1:46 et Miguel Angel Lopez à 2 minutes 04. Voilà. Allez, c'est à toi Noé. Donc ouais, tout à fait, une très belle victoire de Simon Yates, une victoire avec la tête et les jambes, peut-être les jambes dans un premier temps et la tête dans un second temps, mais c'était bien joué avec une bonne équipe autour de lui. On pensait peut-être pas que dans la dernière semaine son équipe serait assez forte pour pouvoir le soutenir, mais son frère, notamment Adam Yates, a été très présent, donc il a pu très bien finir cette Vuelta. Après le premier jour, donc le gros contre-la-montre, c'était peut-être le test le plus décisif pour lui, parce qu'il avait bien réussi sur le Giro, mais on ne savait pas forcément comment il allait réussir sur cette Vuelta, ce contre-la-montre, mais il s'en est très bien sorti. Donc ensuite, il a juste eu à maîtriser ses adversaires sur les étapes de montagne. Donc ça a permis aussi de découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas forcément encore très bien, le panache et le talent de Simon Yates, qui n'a pas hésité souvent à attaquer, parfois même peut-être trop. On pouvait se poser des questions, notamment lors de la dernière étape de montagne, mais ça ne lui a pas empêché donc de remporter enfin un grand tour après la grande déception du Giro en début d'année. Justement, parce qu'on a vu Simon Yates émerger parmi les candidats potentiels à la victoire. On a tous eu à ce moment-là le scénario du Giro qui est revenu à notre mémoire. Est-ce que certains parmi vous quand même ne voyaient pas le coup venir, voir Yates peut-être céder sur la fin? Je ne sais pas, quelqu'un comme toi Daniel par exemple, qu'est-ce que tu en pensais? C'est vrai que lors du Giro, notamment dans cette émission, on était plusieurs à dire qu'il ne tiendrait pas jusqu'au bout et qu'il craquerait avant la fin, et donc a raison, voilà. Là, lors de cette Vuelta, peu de gens ont émis cette hypothèse, encore une fois, à raison, parce que tout simplement, elle est quand même moins usante que le Giro. Il n'y a pas d'étape de haute montagne, il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas d'étapes très longues. Bien sûr, il y a l'usure de la fin de saison, de la chaleur qui sont inhérentes à la Vuelta, mais c'était un parcours qui était vachement plus propice pour ce coureur. Donc voilà, je pense que Charles aussi a un petit mot à dire. Ouais, tu l'as très bien dit, Daniel. C'était quand même compliqué de voir Simon Yates expliquer. On l'a dit aussi la semaine dernière. À partir du moment où il n'y a pas de grands enchaînements en montagne, il est difficile d'imaginer un coureur de sa trempe perdre 5-10 minutes sur une étape. Enfin, ça paraissait quand même assez compliqué. Plus que sa victoire, je voulais aussi pointer les erreurs tactiques de ses adversaires, notamment sur l'étape de vendredi. Enfin, on voit que quand il sort pour rejoindre le groupe Pinot, ils prennent un peu de temps, mais finalement l'écart se creuse pas tant que ça. Et je pense que des mecs comme Enric Mas, même s'il a l'excuse de la jeunesse, ou Miguel Angel Lopez, ont fait une grave erreur en ne le suivant pas. Et c'est peut-être là-dessus au final qu'ils perdent un peu la Vuelta, parce qu'on a vu que samedi c'était un peu plus compliqué pour Yates.
Et ça aurait pu se jouer avec un peu plus de suspense s'ils avaient tactiquement été un peu meilleurs. Oui, c'est un peu dans ce sens-là, je voulais dire que c'était par élimination finalement, parce que c'est peut-être pas forcément celui qui était à chaque fois le plus fort, mais voilà, c'est celui qui a commis le moins d'erreurs sur l'ensemble, voire qui n'en a pas commis du tout, sur l'ensemble du parcours. Max, je t'interromps parce que quand même Simon Yates c'est quasiment celui qui termine à premier ou dans les premiers des favoris à chaque fois, alors que quasiment tous les autres, que ce soit Valverde, Kruijswijk, même Mas ou Lopez, ils ont aussi eu des jours moins bien. Moins bien. Oui, Simon Yates a terminé dans les premiers des favoris à chaque étape de montagne à chaque fois, mais contrairement au Giro, il n'a pas fait l'erreur d'essayer de prendre à chaque fois 1 minute ou plus sur ses poursuivants dès qu'il en avait l'occasion. On a même vu qu'il s'est permis de laisser le maillot de leader pendant 2 jours à un autre coureur d'une autre équipe, justement pour ne pas avoir à assumer le poids de cette course, que ce soit le poids pour lui, le poids personnel et le poids pour son équipe également. Donc on a vu aussi qu'il y avait une grande intelligence dans cette façon d'approcher la course, qui lui a permis peut-être d'avoir plus de fraîcheur à la fin qu'il n'en avait à la fin du Giro. Après, qui pouvait vraiment assumer le poids de la course à part Movistar? Est-ce que c'est pas Movistar justement quand on parlait quand Charles parlait de gestion tactique aussi, je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, mais il faudra revenir globalement sur la Movistar qui c'est peut-être la seule équipe qui collectivement avait sa carte à jouer sur l'ensemble de la Vuelta. Comme après chaque grand tour. Pardon, non, je disais Movistar, c'est comme après chaque grand tour, il y avait des choses à faire, mais ils n'ont pas fait. Oui, on reviendra peut-être sur Movistar, effectivement, une partie plus spécifique. Moi, ce qui m'a aussi marqué sur le bilan donc on peut faire de cette dernière semaine, c'est la jeunesse de ce podium qui en a émergé. On peut parler quand même d'un changement générationnel à ce niveau-là, parce que dans une certaine mesure, cette Vuelta annonce les grands tours des années 20. Quand je parle des années 20, c'est bien sûr des années 2020. Voilà. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un changement générationnel? Parce que même pour les vainqueurs d'étape, la plupart sont relativement jeunes. Il n'y a eu que seuls 4 vainqueurs de plus de 30 ans d'étape. Je pense que symboliquement, la dernière étape de montagne, celle du samedi, est assez symbolique. Quand on voit Quintana et Valverde l'archer alors qu'il y a devant Enric Mas et Lopez, c'est un petit peu le symbole d'un changement de génération éventuel, parce que Quintana n'est pas si vieux. Et donc voilà, cette image de voir Mas Lopez devant alors que derrière Valverde, aidé par Quintana, avait les pires peines du monde à grimper, ça reste pour moi une image assez forte de cette Vuelta. Charles ? Greg l'a bien expliqué. Je pense qu'on est un peu entre deux générations, entre d'un côté des mecs comme Enric Mas, Lopez, etc., qui commencent à pointer le bout de leur nez, mais qui ont encore quelques difficultés à être constants, on va dire, et de l'autre les presque quarantenaires que sont Quintana et Valverde. On sent qu'il y a je troll bien sûr, il y a un peu un creux, et pour moi c'est là où Simon Yates a été bon, parce que je pense qu'il est moins fort, il a moins de potentiel que les coureurs plus jeunes que lui, mais également il est moins fort que les coureurs plus âgés, et il a su profiter du fait qu'il n'y avait pas de cador sur la course. Pour moi, il n'y avait pas de cador sur la course pour remporter un grand tour. Je ne pense pas que l'opportunité se représentera à nouveau pour lui. Je ne veux pas minimiser sa victoire, parce que c'est quand même une belle victoire sur 3 semaines, mais on sait quand même tous que si Froome, Thomas, Roglic ou Dumoulin avaient été au départ de la course, Simon Yates l'aurait jamais emporté. Je ne suis pas vraiment d'accord sur cette analyse. Sur ce dernier point, on a vu sur le Giro, justement, on a l'exemple du Giro où Yates n'a pas très bien géré son Giro, on peut le dire avec le recul, mais sans un coup de folie totale de Christopher Froome. Et si justement il avait peut-être mieux géré les 2 premières semaines de son Giro, donc je parle de Simon Yates, pour moi il est probable que, il aurait peut-être eu des fortes probabilités de remporter son Giro. C'est pas exclu. Non, parce que c'est pas un grimpeur. Voilà, vous êtes tous les deux, si je peux me permettre, dans les hypothèses un peu osées. Ce que je veux dire, c'est que moi, c'est ce que je disais au Giro. Simon Yates, pour moi, c'est pas un vrai grimpeur. C'est un puncher qui est à l'aise en montagne. Et du coup,
à partir du moment où tu as des grands grimpeurs, des mecs qui sont à l'aise sur des longs cols, qui vont faire un gros train et qui vont se mettre à tourner les jambes, et ben forcément, Simon Yates, il va être en difficulté, il va perdre du temps et à un moment, ça va craquer, comme on l'a vu lors du Giro. Donc, là, on n'a pas eu ce cas de figure. Derrière lui, c'était Valverde. Valverde, il est un peu dans le même registre parce qu'il est forcément plus âgé, donc c'est plus compliqué pour lui d'enchaîner les efforts longs. Et on voit que ça passe, mais sinon, si les 3-4 meilleurs du monde sont là, je ne donne pas une seule chance de Simon Yates. Après, le futur nous dira ce qu'il en est, mais je n'y crois pas du tout. Il faut quand même noter que c'était l'un des rares à être venu sur cette Vuelta avec l'objectif d'y faire vraiment quelque chose, sans avoir le Tour de France dans les pattes, sans avoir forcément non plus les championnats du monde derrière la tête non plus. Donc lui, il s'est concentré sur cette course. Contrairement peut-être à certains autres, comme peut-être Valverde, justement, qui lui était dans les deux cas de figure, sortant du Tour de France et surtout avec une petite idée derrière la tête pour Innsbruck. Il y en avait quelques-uns qui étaient dans ce cas-là, donc il y avait une bonne fenêtre d'opportunité aussi pour Yates. Quant à ses capacités de grimpeur, je dirais l'avenir nous le dira aussi, à force, parce qu'après tout, lui aussi est assez jeune. Il va sur ses 26 ans seulement. On l'a connu plus puncher au départ, mais voilà, on sait qu'il a quand même des capacités et maintenant, c'est à lui aussi de les travailler. Mais c'est vrai que, pardon Max, je me permets de rebondir, c'est vrai que là sur cette Vuelta, tu peux mettre tous les meilleurs grimpeurs du monde, il n'y avait pas d'enchaînement de col, donc ça n'aurait pas forcément mis en difficulté Simon Yates. Après vendredi, il y avait 17 bornes quand même au lac de Covadonga, il y a quand même, Ouais. Il y avait de quoi faire. Normalement, tu vois ce que je veux dire. Ça fait permettre de faire la transition pour moi avec l'autre sujet que je voulais aborder, parce que finalement, là où il y a eu la vraie montagne, où on a eu des longs cols, finalement, c'est le même qui s'est imposé à chaque fois, un vrai pur grimpeur, non, un gars bien de chez nous, Thibaut Pinot. Ça me permet donc de revenir sur le bilan des Français. Je pense que de toute façon, il était déjà bon au bout de 2 semaines. Sur la 3e semaine, il y a encore eu une victoire d'étape. Donc je pense que on peut que convenir sur le fait que voilà, cette tendance est renforcée. C'était une très très bonne Vuelta et c'est de bon augure encore pour la fin de saison. Je ne sais pas si quelqu'un veut mettre l'accent sur une performance plus particulière d'un coureur ou d'un autre, parce qu'il y a quand même finalement pas mal de choses à retenir. Enfin, pour il y a 2-3. Déjà Bouhanni, parce que on sait, Dieu sait qu'on a beaucoup parlé cette année. Si les relations visiblement entre lui et son équipe, ça n'a pas toujours été très rose. Il a eu beaucoup plus de bas que de haut cette année, donc le voir gagner une étape sur la Vuelta, je pense qu'on en a parlé. C'est une certaine mesure, je pense que ça lui a fait du bien, mais c'est quand même un événement important pour le cyclisme français, pour le sprint français. Et puis, oui, évidemment, Pinot, je pense que c'est... oui, on y reviendra peut-être plus longtemps sur Pinot quand même, parce que c'est 2 belles victoires, mais voilà, je pense que Bouhanni, déjà en première semaine, ça a été une bonne nouvelle pour le sprint français de le revoir à un bon niveau, et une surprise surtout. La victoire qu'on attendait le moins, je pense, peut-être parmi les Français finalement, pratiquement. Et c'est vrai que du coup, peut-être celle qui fait aussi le plus plaisir, surtout avec ce qui s'était passé la veille. On avait parlé de l'histoire qui avait un peu monté en sauce le journal espagnol AS sur les bisbis au Sanacofidis. Pardon, oui, Noé, tu voulais intervenir? Non, dans notre débat là sur les Français, je pense qu'on peut aussi s'attarder un instant sur le cas de Tony Galopin, qui, outre une belle victoire d'étape, a réussi aussi un bon classement général. C'était la première fois qu'il venait sur le Tour de France sur la Vuelta, avec un objectif clair de classement général qu'il a réussi à tenir au final, même s'il s'est un petit peu écroulé dans la dernière étape, l'étape la plus montagneuse sûrement, ce qui est assez logique au vu de ses capacités. Mais ça a permis à l'équipe AG2R de montrer qu'il n'y avait pas que Romain Bardet non plus qui pouvait décrocher des bons classements généraux, et on a vu que c'était une belle performance de Tony Galopin. Je pense que pour le futur, ça peut être assez prometteur. Peut-être sur une Vuelta justement pas trop montagneuse, pas forcément sur le Tour de France ou le Giro, où il y a des grands enchaînements de cols et où ça peut lui porter plutôt préjudice, mais ça peut être assez prometteur pour l'avenir, si toutefois il est capable de continuer à jouer les victoires d'étape comme il l'a fait là, ce qui était je pense le plus intéressant chez lui.
Ouais, oui, bah, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir réussi à concilier les deux, puisque non, c'est pas top 10, il fait 11e, je crois, finalement. 11e. 11e, oui, il échoue au port du top 10 de peu à cause de la dernière étape. Bon, j'avais dit lors de la première mission que j'avais un peu peur que ça se reproduise, que le scénario du Tour de France 2015, où pareil, il avait bien démarré et pour s'effondrer après en troisième semaine, se reproduise. Ça s'est reproduit, mais d'une manière beaucoup plus soft, parce que, comme vous l'avez signalé déjà à plusieurs reprises, oui, ce Tour d'Espagne n'était pas aussi montagneux que les autres tours, et donc ça convenait mieux non seulement à un Yates, mais aussi finalement à un Galopin. Ouais, non, moi, concernant Tony Galopin, bon, on peut dire que c'est une jolie performance, mais je pense que c'est surtout à titre personnel, il a voulu se tester une fois qu'il a eu sa victoire d'étape. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus ou qu'est-ce qu'il avait à faire de plus? Pas grand-chose. Donc il s'est testé. Je pense que c'est un one shot et je vois pas trop l'intérêt de reproduire cela à l'avenir. Voilà, on en parle parce que c'est Tony Galopin, c'est un Français qui a eu une saison un peu difficile. Mais si c'était Maxime Montfort ou Conrad ou je sais pas quel coureur, enfin c'est pas franchement une course intéressante non plus quoi. Mais bien sûr il y a la victoire d'étape qui embellit l'ensemble de son œuvre. Et bon, je me permets du coup d'enchaîner avec Alexandre Geniez, qui est quand même un coureur qu'on a parfois, enfin que certains ont parfois du mal à cerner. On ne sait pas ce qu'il vaut, etc. On ne sait pas s'il est en forme ou pas. Et puis finalement, c'est un coureur qui claque 2, 3, 4 victoires par saison. Là, il a quand même battu des sacrés coureurs dans une échappée sur une étape très difficile, enfin relativement difficile. Donc, je trouve que c'est une belle performance qui a à signaler et voilà, ça fait encore une énième victoire aussi pour les Français et pour son équipe. Voilà, moi je voulais aussi signaler la belle performance de Rudy Mollard qui s'est pas du tout démobilisé après la perte de son maillot rouge et qui a continué à faire le dernier lieutenant fidèle pour Thibaut Pinot tout en accrochant un assez bon classement général puisqu'il termine quand même, je crois, dans le top 15, il doit faire 14e, il me semble. Oui. Voilà. Est-ce que on a fait le tour de ce que vous vouliez dire pour les Français? Un petit mot sur Thibaut Pinot quand même, non? Ah oui, c'est vrai que bon, lui, il a fait quand même les deux, le général et les étapes. 2 étapes. Voilà, deux belles étapes de montagne en plus, je pense. Notamment, c'est les 2 étapes entre guillemets que là beaucoup attendaient. Il a répondu présent et on annoncera plus tard, mais c'est vrai qu'on a tous dans la tête des événements qui arrivent les semaines prochaines. Donc on regarde tous la Vuelta en pensant à ça aussi. Et voir Thibaut Pinot en grande forme sur un grand tour sur la Vuelta, évidemment. Ça reste prometteur, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Ouais, puis il a gagné à la pédale face au Cador, pas en prenant une échappée matinale. Donc bon, après on peut belle victoire, voilà. Ils lui ont laissé 20 secondes parce que il était pas trop dangereux. Mais bon, en tout cas, il s'est imposé à la dure devant les Cadors, donc c'est ça le plus significatif. Oui, Charles, tu voulais dire quelque chose encore sur Ouais, justement, je voulais rebondir sur les propos de Daniel, je suis d'accord avec lui. Si autant la semaine d'avant, les mauvaises langues pouvaient dire qu'au lac de Covadonga, il avait gagné en opportuniste, ce qui n'était pas forcément faux. Là, vendredi, il a quand même montré qu'à la pédale, c'était sur cette étape-là, lui le plus fort, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment encourageant en vue de la course en ligne des championnats du monde où le parcours c'est vraiment très très difficile et à partir du moment où tu peux être le plus fort sur une étape de la Vuelta, tu peux aussi prétendre à faire partie des candidats à la victoire sur un championnat du monde de ce profil-là. Juste un petit regret par rapport à Thibaut Pinot quand même, c'est toujours cette idée d'un peu d'inconstance, quoi, où tu sens qu'il avait quand même plus ou moins le podium dans les jambes, mais je parle pas de l'étape où il se fait piéger sur le coup de bordure, parce que ça, c'est un fait de course. Enfin, à la limite, ça arrive à tout le monde. Mais plus à cette étape où on ne sait pas trop pourquoi il disparaît, je ne me rappelle plus laquelle c'était, mais vous vous rappelez, au début d'une montée, tout d'un coup, on ne le voit plus dans le peloton, il prend 3 minutes et tu dis merde, quoi, c'est dommage, dans ce truc-là, sachant qu'il gagne à la pédale derrière et que son classement n'aurait pas modifié la donne. Tu vois, le podium était jouable et au final, mon bilan est très positif parce que 2 victoires d'étape, etc. Mais tu pouvais en plus gratter un podium et c'est dommage, quoi. Enfin, c'est son contre-la-montre qui est un peu à l'image aussi un peu de cette Vuelta finalement, parce que il fait un contre-la-montre en lui-même un peu irrégulier.
il part très très bien, ce qui laisse augurer vraiment de choses assez formidables pour la suite. Certains de ses supporters se mettent à rêver du podium, légitimement, hein, au vu du premier temps de passage, pour finalement rentrer dans le rang au fur et à mesure du déroulé du contre-la-montre. Voilà, bon, finalement, il termine quand même à une honorable 6e place, alors qu'avec ses déclarations, c'était difficile de savoir à quoi s'attendre au départ. Hein. C'était un peu du lard et du cochon, il disait un peu de tout, ne pas vraiment viser le classement général, chercher à se faire plaisir, mais peut-être quand même tenter de s'accrocher s'il peut. Bon, finalement, je pense qu'il a envoyé un message plutôt rassurant pour son encadrement et ses supporters. Je crois du coup qu'on a fait le tour des Français. Bon, il y avait aussi Marc Sarrault qui était là pour la Groupama pour disputer les sprints. Je crois qu'il a accroché quelques top 5. Il a terminé la Vuelta, ce qui est aussi pas mal. Bon, il avait obtenu des victoires sur le circuit français en début de saison. Bon, il n'a pas confirmé là directement sur la Vuelta, mais bon, ça participe à la construction de son avenir et à la progression physique, on peut dire. Un jour, il gagnera une étape d'un grand tour, je pense pas sur le Tour de France, mais sur la Vuelta ou le Giro, je pense qu'il a une victoire d'étape dans les jambes. Même si le plateau n'est en général pas formidable, le plateau des sprinters n'est pas formidable sur la Vuelta, cette année, il était un peu plus relevé que les dernières années aussi. Hein. Ouais. La présence de Viviani change quand même la donne. L'année dernière, je vous rappelle, c'était Trentin qui gagnait les sprints. Voilà, cette année, Trentin a accroché les top 5, c'est tout. Hein. Ouais, carrément. Donc, ça montre quand même qu'il y avait quand même du monde en plus. Voilà, ce qui nous permet justement de passer peut-être à une des dernières parties de cette émission, celle que les commissaires préfèrent en général, les tops et surtout, bien sûr, les flops. Voilà, alors, qui veut commencer? On va peut-être commencer d'abord par ce qui vous a plu, ce que vous avez retenu de plaisant et de notable dans cette Vuelta. Qui veut se lancer? Allez, Charles? Allez, je vais vous surprendre. Ce qui m'a plu, enfin, je vais pas dire ce que je dis d'habitude, c'est Simon Yates, en fait. Je suis pas forcément fan du coureur à la base, mais, je veux dire, voir un mec qui est offensif comme il l'a été et qui fait beaucoup d'erreurs, je trouve. Enfin, tactiquement, il y a quand même à redire, mais ça fait plaisir parce que ça marche et que vraiment on se fait pas chier à voir un mec qui attend genre 300 mètres de la ligne et pour sortir et prendre les bonifs, quoi. Et dans ce sens-là, même si je suis pas forcément fan du coureur à la base, je dois avouer que c'est un coureur qui m'a fait plaisir. Enfin, si on avait plus de coureurs comme ça sur les grands tours, peut-être qu'il y aurait plus de monde devant la télé et qu'on s'ennuierait un peu moins, quoi. Un leader offensif. Comme il avait été aussi déjà sur le Giro. Oui, Noé? J'aurais voulu parler aussi de Simon Yates, mais vu que ça a été pris, je vais parler du second du classement général avec beaucoup de plaisir aussi, parce que je l'aime beaucoup aussi. Donc Enric Mas, qui pour moi était vraiment un grand top de cette Vuelta, peut-être la grande révélation de cette Vuelta pour ceux qui ne le connaissaient pas encore beaucoup, parce que on ne savait pas vraiment ses limites, on ne savait pas ce qu'il pouvait faire, on ne savait pas où il pouvait aller, vu qu'il n'avait pas de grande référence en grand tour pour l'instant. Un coureur qui sort de nulle part, d'après certains. En plus. Ah non, j'ai pas dit qu'il sortait de nulle part, et je suis loin de le penser, bien évidemment. Non, je parlais pas de toi. Je sais, j'avais compris. Alors, pour rappel, il s'agit d'un coureur qui a été, entre guillemets, adoubé par le grand Alberto Contador lui-même, hein, qui a dit qu'il voyait parmi les jeunes espagnols Enric Mas pour les plus doués pour réussir sur les grands tours. Tout à fait. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a vraiment réussi, parce que pour un premier grand tour avec cet objectif de classement général, il a, dans la dernière semaine, à partir de son après le contre-la-montre, il s'est vraiment révélé. Et c'était très impressionnant de voir qu'en montagne, c'était lui non seulement qui savait suivre, mais qui n'avait pas peur aussi de flairer les bons coups, d'aller de l'avant, qui avait surtout les jambes, pour donner meilleur de lui-même et pour accrocher jusqu'à un podium, la deuxième place. Lui-même avait des objectifs qui, au fur et à mesure de la course, augmentaient à chaque fois. À la fin, il nous parlait donc peut-être d'un podium. Peut-être qu'il avait même l'idée de détrôner Simon Yates, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est vraiment un grand potentiel. Il faudra compter sur lui pour les prochains grands tours, c'est une évidence. Un coureur qui fait beaucoup de plaisir
et un nouveau talent chez l'équipe Quick-Step, parce que je pense qu'il n'avait pas assez de talent pour l'instant, donc c'est bien d'en avoir un de plus. C'est ça. Ça leur fera du bien. C'est vrai que à force d'entendre parler de Mas, je commençais, on va dire, à m'impatienter, voire à me dire qu'on nous l'avait un peu survendu. Et puis finalement, cette année, il a préparé la Vuelta et comme tu disais, au fil des jours et des semaines, il progressait de plus en plus. Et franchement, assez impressionnant. Et c'est non seulement lui du côté de la Quick Step, mais c'est toute l'équipe qui est une fois de plus à un niveau assez hallucinant. Bon, Viviani, on va pas revenir dessus. Je crois qu'il prend 4 victoires d'étape. Mais non, c'est 3 seulement là. Seulement 3. Oh là là, mais le pauvre. Petit joueur. C'est le début du déclin. Et pas une année terrible pour Viviani au final. Hein. Non. mais en plus, il y a même justement en plus, il y avait aussi Lorenz de plus qui je crois pendant les 15 premiers jours, il a quand même été très costaud à un niveau où on ne l'attendait pas forcément non plus, en faisant pas mal de top 10, voire même des top 5 sur certaines étapes. Personnellement, je dirais où je ne l'attendais plus, parce que c'était quand même un jeune qui promettait beaucoup à ses débuts. Et... Ouais, je crois qu'il a eu un accident en début d'année, mais bon, voilà, enfin, ça fait toute une armada comme ça qui débarque d'un coup aux couleurs de la Quick Step, sur tous les terrains. C'est assez fou, quoi. Oui, bon, vraiment leur surnom je crois que c'est eux-mêmes qui se l'ont donné, hein, le Wolfpack. Ouais. C'est bien trouvé, hein, ça leur va vraiment comme un gant. Après, il y a une question, enfin, c'est pas forcément le thème du soir, mais il y a une question qui va se poser pour la Quick Step, c'est si jamais Mas est vraiment capable de prendre le maillot de leader sur un grand tour, qui pour l'épauler, quoi. Il faudra mieux le dire, à voir si la Quick Step peut se permettre après de effectivement diviser son armada entre être au service des classiques, des sprinters, ou faire des choix, parce que quand t'as Gaviria, Viviani plus Jacobsen et Odek qui poussent derrière, enfin, et qu'en plus il faut gérer un leader de grand tour. Et puis si je dis pas de bêtises, il y a Sharkman qui va partir ou qui a une forte probabilité de partir, et de plus il a déjà signé chez Jumbo, donc en gros Mas il va rester tout seul. Bon, il y a quand même Seri qui est pas mal aussi en montagne. Ouais, puis c'est compliqué d'aller dire à la Philippe ou Jungels de foutre en l'air leurs objectifs pour aller bosser sur un grand tour pour Mas, quoi. Enfin, à voir, mais enfin. Enfin bon, on peut quand même s'accorder pour dire que c'est pour eux une sorte de problème de riche quand même. Oui, je pense. Ne les plaignons pas trop finalement. Ouais. Comme autre top, quand même, en dehors de plaisir, moi je voulais souligner aussi la performance solide de Kreuzweig. Alors je sais pas si Daniel, tu veux peut-être aussi revenir là-dessus. Non, effectivement, après une 5e place sur le Tour de France, il arrive à enchaîner avec une 4e place à la Vuelta. Il espérait le podium jusqu'au dernier moment, puis finalement le dernier jour, il a un peu craqué. C'est vrai qu'après son année 2017, bon, on voyait que c'était un peu compliqué, qu'il s'était mis trop de pression, et puis là, il est vraiment bien revenu, et bon, je pense que c'est une bonne augure pour l'avenir, mais c'est typiquement le genre de coureur qui aura aussi du mal à gagner, parce qu'il n'est jamais le plus fort, il n'a pas un atout ou une carte maîtresse pour prendre du temps et s'imposer. Un peu à l'image peut-être d'un Thibaut Pinot ou d'un Romain Bardet, justement, puisque ce sont des débats un peu récurrents. Mais en tout cas, voilà, ça fait un coureur qui a l'air solide et qui pourrait être abonné au top 5 s'il parvient à garder cette forme l'année prochaine également. Kreuzweig, pour moi, c'est le coureur qui a eu un one-shot une fois et malheureusement, il a pas eu de balle, il a chuté dans une descente, mais enfin, je pense comme toi que ça se reproduira pas forcément. Il y aura toujours un mec soit plus fort en chrono, soit en montagne. D'ailleurs, mine de rien, le jour où il a chuté en descente sur le Giro, donc 2016, je crois qu'il avait un bon 3 minutes d'avance sur le deuxième. Ah oui, il était gagné le Giro. Ce qui est quand même assez hallucinant maintenant sur les grands tours. Et un dernier petit mot sur Kreuzweig, puisque donc du coup ça devient le premier néerlandais à avoir fait un top 5 sur l'ensemble des 3 grands tours. Ce qui est bon, une petite statistique. Et le meilleur des coureurs qui a enchaîné Tour Vuelta au final. Oui, puisque bon, quand même. On les a vus tous au fur et à mesure décliner en troisième semaine. En top, moi je pourrais juste aussi dire un petit mot, peut-être rajouter un petit mot sur les échappées. Ben oui, c'est surtout par opposition au Tour de France où finalement on a vu, même sur certaines étapes, personne voulait aller dans les échappées. Ou même au Giro. Oui, même au Giro, mais surtout au Tour, on a vu tout le monde se regarder. Moi, tu veux y aller, moi je veux pas y aller. Et là, finalement, on a retrouvé, alors même si c'est pas toujours des étapes passionnantes, des échappées qui peuvent gagner des étapes.
et pas forcément étapes de montagne ou des étapes vallonnées, pas forcément ce qu'on ne voit pas du tout sur le Tour où c'est beaucoup plus cadenassé, il y a beaucoup plus de pression. Là, on voit gagner, on en a parlé de Galopin, mais King, Clark, la victoire de Valais aussi, la victoire de Valais, Valais juste d'un souffle devant le peloton. Le peloton, voilà, ça fait Michael Woods aussi qui gagne juste avant, Geniez qui gagne. C'est quelque chose qu'on voit surtout sur la Vuelta, c'est vrai, qui donne un peu son charme aussi à ce grand tour. Alors souvent il y a le débat entre Giro, Vuelta, Tour de France, qui est le plus fort, qui est le moins fort, qui est intéressant, qui est pas intéressant. Mais le côté intéressant de la Vuelta, c'est aussi ça, des échappés qui peuvent aller au bout. Oui, j'aime bien cette identité également, où effectivement, même si c'est beaucoup de courses de côte et des pourcentages un peu affolants, mais bon, voilà, ça fait partie du charme, puis des échappés qui s'imposent. Voilà, je trouve que ça fait un bon cocktail quand même. Comme je ne devais pas être là ce soir, j'avais pas bossé le sujet, mais on est quoi au ratio? On est 1 sur 2 niveau victoire échappée et victoire de favori au sprinter? Non? À peu près. Alors j'ai vu grâce à un topic d'un de nos forumers qui suit de près les performances des baroudeurs, qu'il y a eu en tout 8 victoires d'échappée sur cette Vuelta. Un peu moins d'1 sur 2 avec les chronos. Voilà, oui, si on enlève les chronos. Enfin, ça fait quand même un très bon ratio. Ça fait quand même un bon ratio, parce que faut pas oublier que cette Vuelta quand même avait finalement aussi plus d'étapes de plaine qui pouvaient plaire aux sprinters que d'habitude aussi. Donc finalement 8 victoires pour les échappés, c'est pas mal. Écoutez, il faudrait peut-être commencer à se presser pour la fin de notre émission et arriver au chapitre des flops. Et juste avant d'aborder ce chapitre, donc un dernier mot, je voulais quand même souligner la petite performance notable des 2 équipes Pro Conti invitées qui étaient Euskadi et Cofidis, qui sont les seules équipes donc Pro Conti cette année à avoir remporté une étape sur les grands tours. Voilà, c'était quand même c'était pas évident, c'était pas une année facile pour elles sur les grands tours. Elles sont 2 à l'avoir réussi, il fallait quand même le noter. Voilà. Et Max, donc, je peux placer un dernier petit mot sur une belle réussite aussi. C'est Rohan Dennis qui remporte, si je ne m'abuse, les 2 chronos qu'il y avait sur cette Vuelta. Après avoir remporté le chrono du Giro. Enfin, bon, ça c'est pas nouveau. Est-ce qu'on peut enchaîner directement sur les flops après? Voilà. Parce que là, je vois Noé qui fait la moue lorsque tu parles de Dennis. Et moi, je suis un peu comme lui là-dessus. Moi aussi, moi, je mettrais bien dans les flops. Voilà. Un flop, Denis. Voilà, pour moi, c'est largement c'est un top pour ses victoires d'étape, mais sur l'ensemble de sa Vuelta, c'est un flop et c'est même une honte, je dirais, parce que un coureur doit respecter une course quand il s'engage sur cette course, d'autant plus quand cette course est un grand tour, quand cette course est la Vuelta qui est une course mythique. Un coureur s'est engagé pour les organisateurs, pour le prestige de la course, pour les spectateurs, il doit rester sur cette course-là et ça ne peut pas être simplement une course de préparation à une autre course ou une course qu'on se permet de quitter pour pouvoir être plus frais, plus préparé pour une autre course ensuite. Les choses ne peuvent pas être ainsi et c'est pas normal, c'est une anomalie. Donc pour moi, c'est clairement un flop et c'est même une honte. Non, je suis d'accord, surtout que sa façon de quitter la course, enfin après sa victoire sur le chrono, il a fait une déclaration un peu marrante dans le sens du coup maintenant je peux rentrer chez moi tranquille. Bon, c'est un peu hallucinant, mais bon après sur la Vuelta, ça se fait depuis Mathusalem, tous les ans il y a des coureurs qui la quittent pour préparer le championnat du monde. Donc je pense que ça n'a pas choqué outre mesure. Donc tu reconnais avoir trollé un peu quand même là sur ce coup-là en fait, Daniel. Pourquoi? Pour dire que Denis c'était un top de cette Vuelta. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il s'est transformé en à peu près le meilleur rouleur au monde lors des 2 dernières saisons, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que ça reste indéniable. Je crois que tout le monde finalement a son petit mot à dire là-dessus. Donc Charles puis Greg, je pense. Vas-y. Ouais. Je suis d'accord avec Noé, c'est pas trop normal, ce type de comportement. Je vais pas jeter la pierre sur Denis parce que c'est loin d'être le seul à faire ça, mais. À un moment, il faudrait que l'UCI, les organisateurs se penchent sur le sujet. Et, surtout quand tu l'as dit, Noé, quand c'est annoncé comme ça à la télé en direct, il y a quand même une limite, quoi. Je pense qu'il faudrait donner la possibilité aux organisateurs de refuser un abandon, ou alors que le mec derrière, tu t'en vas, mais ok, t'es suspendu pendant 3 semaines, quoi. Là, c'est pas crédible. Moi, il faut respecter les organisateurs. Il y a des sponsors, il y a des gens qui font des efforts immenses pour maintenir des courses en place. Et derrière, tu as un coureur qui, encore une fois, je veux pas jeter la pierre sur Denis, parce que
ça tombe sur lui, c'est pas de bol, mais qu'à la télé, tout content, ouais, ok, maintenant je me barre. Faut être sérieux, quoi. Et juste pour finir sur Denis, moi je vois que c'est un flop aussi, parce que Rohan Dennis, depuis quelques mois, quelques années, il nous explique que son but maintenant c'est de devenir un coureur de grand tour. Excuse-moi Rohan Dennis, mais peut-être que si tu restais plus longtemps sur les courses, tu arriverais mieux à gérer la montagne et que tu finirais pas dans les choux au classement. Pas faux. Okay. Tout à fait d'accord. Greg, tu peux enchaîner ? Oui, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je trouve que c'est totalement incompréhensible, totalement insensé d'abandonner à 4 jours de l'arrivée un grand tour. Il pouvait très bien se dire, tant pis, je vais aider les copains demain à gagner une étape, on part en échappée. Comme ils l'ont fait, Nicolas Roche pouvait très bien gagner en échappée, Tuns aussi, il pouvait très bien partir avec eux dans une échappée, essayer de les aider à gagner, d'être dans un rôle d'équipier. Et au pire, tu fais Gruppetto, tu fais du rythme, les championnats du monde sont en Europe, c'est pas comme s'il y avait un trajet immense à faire derrière. Faut pas c'est tout à fait. Sinon, moi j'aimerais quand même signaler un flop un peu particulier parce que, il faut s'avouer, on n'aura pas souvent l'occasion de le faire souvent celui-là. À mettre la Sky en flop, ça ne va pas arriver très très souvent, surtout sur les grands tours, donc j'en profite. On peut dire quand même, fais-toi plaisir. Une Vuelta un peu ratée pour la Sky, non ? Ouais, clairement. Si je peux rebondir là-dessus, effectivement, De la Cruz, c'était le leader désigné depuis le début de la saison, donc il s'est préparé spécifiquement pour cet objectif. Il a été assez invisible. Il y a Kwiatkowski qui est sur une séquence de courses très longue depuis le Dauphiné où il était au top de sa forme, mais pendant les 10-15 premiers jours de la Vuelta, il était bon. Il était même parmi les meilleurs, et puis ensuite il a sombré. Ils avaient encore qui pouvait jouer le classement général ou les étapes, Sergio Henao. Lui, il est porté disparu depuis ses anomalies de passeport biologique il y a 1 ou 2 ans. C'est compliqué pour lui. Et même les jeunes, je crois qu'il y avait Sivakov et Tao Geoghegan Hart, on peut pas dire qu'ils aient été impressionnants non plus. Quel est votre avis? Peut-être Charles, toi qui apprécie cette équipe. Ouais, on va dire, moi je trouve que c'est un flop aussi. Après on va dire, vous tapez sur la Sky, c'est trop facile, etc. C'est votre petit dada. Mais non, en fait, moi tout le monde connaît mon opinion sur la Sky, mais je trouve que tactiquement, la Sky, c'est la meilleure équipe du monde, en fait. Et plus qu'un flop, je suis surpris qu'ils se soient trompés. Parce qu'on a tellement l'habitude à ce qu'ils gèrent le truc, que tout soit préparé, etc. Encore une fois, je donne un coup de chapeau à la tactique de l'équipe. Et là, avec De la Cruz, ils se sont remarquablement plantés, quoi. Pourtant, au début, on l'avait dit, entre nous, etc. On dit De la Cruz sur un grand tour, non, ça tient pas la route, c'est pas possible, quoi. Moi, à la limite, j'espérais que ça soit un espèce de leurre et qu'il place Tao en leader, en vrai leader. Et au final, première étape, je vois Tao rouler, je me dis merde, finalement, ça va pas être le cas. Et gros flop et grosse surprise de voir la Sky se planter, en fait. Vraiment surpris, quoi, à ce niveau-là. Je pense que le problème est surtout dans la stratégie au départ de la Sky. C'est-à-dire cette stratégie d'avoir voulu mettre De la Cruz en leader alors qu'on sait bien qu'il n'a pas de grande référence sur les grands tours, sur les classements généraux des grands tours, et qu'on ne pouvait pas certifier qu'il puisse faire un leader crédible pour une équipe de la stature de la Sky sur un grand tour comme la Vuelta. Donc pour moi, le problème était au départ dans cela. Et si la Sky avait peut-être mieux géré l'ensemble de sa saison, c'est facile à dire rétrospectivement, mais si la Sky avait décidé de mettre par exemple Froome sur le Giro, Thomas sur le Tour et Froome sur la Vuelta, ils auraient pu faire un triplé historique. Bon, heureusement, je pense pour la plupart des téléspectateurs, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais je pense que le problème venait plutôt de la Sky plus que de la Cruz, peut-être individuellement, qui oui a eu toute la saison pour se préparer, mais même on ne pouvait pas vraiment, c'était compliqué de savoir la performance qu'il pourrait donner. Et l'erreur pour moi elle est faite sur le Tour. À partir du moment où ils décident de mettre Bernal sur le Tour, ils font le choix de zapper la Vuelta, et Bernal, je pense on peut pas savoir, mais Bernal sur la Vuelta, ça aurait été quelque chose de rigolo, je pense. Peut-être pas pour les autres, mais pas pour les autres, je pense. À voir, oui, je pense. Moi, j'aime bien Bernal. Je pense que c'est à ce moment-là que se joue presque la Vuelta de la Sky. C'est lorsqu'ils décident, et finalement assez tardivement, je crois, dans l'année, de rajouter Bernal à la place de je ne sais plus qui, donc en 8e homme pour la Sky sur le Tour de France. Alors, surtout que Thomas n'avait pas besoin de Bernal pour peut-être une erreur, je sais pas.
Bernal a montré quand même qu'il était souvent le dernier équipier avec Thomas et Froome. Mais est-ce qu'ils auraient eu vraiment besoin de lui? Bon, peut-être pour défendre le. Froome, oui, mais Thomas, non. Oui, Thomas, voilà, c'est ça. Parce que je pense que Thomas aurait pu se passer de Bernal. Mais disons que Bernal a permis plus facilement d'asseoir la présence des 2 Sky sur le podium. Voilà. Bon, alors ils ont privilégié à fond le Tour de France au détriment de la Vuelta. Ouais, d'ailleurs, je peux rajouter encore un petit coup de gueule, c'est qu'ils n'ont pas retenu Kenny Ellison, qui aurait peut-être lui pu faire aussi une belle place au général ou sur des étapes, puisque il aime bien les courses un peu punchy. Bon, voilà. Donc en tout cas, mais c'est vrai que le point de vue de Charles sur la mauvaise gestion, bref, ils s'y sont mal pris et c'est vrai que c'est assez étonnant de la part de la Sky. Très bien. La Porta, elle n'était pas là sur la Vuelta. Je ne sais pas si ça a vraiment joué non plus, parce que voilà, c'était effectivement la composition de départ, pour moi, de toute façon, limitait les choses. En termes de tactique de course, on sait que c'est quand même. Il a ses adversaires, entre guillemets, mais c'est des tracteurs plutôt, mais on sait que niveau tactique, il tient la route quand même. Mais si t'as personne qui a les jambes, ça sert à rien d'avoir la tactique. Oui, mais après, peut-être que lui, après, on sait pas, mais. Peut-être que lui, il aurait gardé Tao en backup, tu vois, sur son idée toujours de. Ouais. Max, tu as un autre flop à nous donner? Oui, alors je pense ça va. Là, je crois qu'on s'est bien lâché sur Sky, comme je disais, on n'aura pas souvent l'occasion de le faire avec eux, à mon avis, sur le Grand Tour. Donc c'est surtout pour ça qu'on en profite. Vous n'y voyez aucune méchanceté. Après, écoutez, en vrac, moi, je dirais. La Bahreïn Mérida était venue avec des objectifs pas très ambitieux, un top 10 pour Izagir. Voilà, ils ont fait le minimum syndical. On les a pas beaucoup vus finalement, avec un Nibali qui a toujours grand peine à se remettre de sa blessure du Tour de France. La Bora peut-être, je sais pas. Voilà, c'est peut-être aussi un peu déçu. On pourrait peut-être s'attendre un peu mieux. Charles? Ouais, moi j'avais plusieurs noms. Zakharine, transparent, comme sur le Tour, c'est compliqué. Aharu, Max, tu voudras peut-être en parler après, et surtout Richie Porte, quoi. Oui, d'accord, il était pas en forme au début. D'accord, il était blessé, il a dû abandonner le Tour. Mais quand on voit un Nibali et d'autres mecs qui commençaient à monter en pression à partir de la 2e semaine et Porte être complètement transparent, moi j'ai de grandes inquiétudes pour les mondiaux. Je vois pas comment il peut faire une performance alors que c'est un parcours qui lui convient à merveille, quoi. Pour moi, c'est vraiment un gros flop. Non, moi mon flop, c'est comme tu disais, Bora. Effectivement, il y a Emmanuel Buchmann qui est donc un des grimpeurs de la Bora qui lui aussi a misé toute sa saison sur cette Vuelta. Il avait commencé très bien en étant à la lutte avec les principaux favoris, en prenant même du temps sur une ou 2 étapes. Et puis finalement, il a sombré. Alors, on peut pas dire qu'il n'était pas en forme puisqu'il était en forme en début de Vuelta. On peut pas dire qu'il était usé puisqu'il est arrivé, il était au repos depuis avant le Tour de France. Donc logiquement, il avait la fraîcheur. Donc c'est quoi? Peut-être que les 3 semaines, c'est pas fait pour lui. Bon, c'est peut-être encore un peu prématuré pour se faire un avis définitif. Mais en tout cas, je trouve que c'est une grosse déception pour lui individuellement, pour son équipe. J'ai été surtout surpris qu'ils mettent pas Bennett, moi. Le sprinter, en précis. Tu parles bien de un autre, mais ouais, même un Pellucci ou ou Selig qui a fait aussi une victoire d'étape en même tenté de lancer Ackermann sur un premier grand tour, mais c'est vrai que ça m'a surpris. Sagan a commencé la Vuelta vraiment presque sur une jambe. Progressivement, on a vu quand même. Parce qu'ils savaient qu'il n'était pas au top, donc ils auraient pu tenter, pourquoi pas. Après, peut-être qu'il voyait mieux aussi, vu le plateau, peut-être qu'il s'était dit qu'il a quand même fini mieux qu'il n'a commencé. Il a quand même fini mieux qu'il n'a commencé. Oui. En attendant, indéniablement, je pense, on sera tous d'accord pour dire que le plus gros flop, et on l'a au final peu évoqué aujourd'hui, ça sera la Movistar. Qui est, on l'a un petit peu dit, mais ça reste le plus gros flop quand même de cette Vuelta. Même si en termes de résultats bruts, c'est loin d'être mauvais. Je rappelle que Valverde fait top 5, empoche le maillot vert et 2 victoires d'étape au passage. Mais derrière, comme souvent,
comme souvent, on se dit ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu faire bien mieux. C'est souvent l'impression qu'on a un petit goût amer au fond de la bouche avec la Movistar. Valverde, je pense, a été le meilleur de la Movistar par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui. C'est-à-dire qu'après son tour qui n'a pas été réussi, on ne savait pas forcément quoi s'attendre de cette Vuelta. On pouvait se dire peut-être un top 5. Il a eu un top 5 au final. Il a eu un maillot distinctif. Donc, il était dans ses. On l'a même cru à mieux à un moment. À un certain moment, voilà, c'était l'adversaire direct de numéro 1. Ouais, Valverde, il a répondu aux attentes. Nairo Quintana. Ouais. Oui, c'est Quintana la déception. C'est Nairo Quintana le vrai problème. Voilà. Tout à fait. Ouais. On l'attend depuis des années, surtout que c'est le côté. Son côté grimpeur, c'est un profil de coureur que je pense que tout le monde aime bien, que tout le monde attend de voir à l'offensive. Et voilà, il n'était pas là, hein, il a été lâché assez tôt avant même Valverde. Du coup, il s'est transformé en coéquipier de Valverde, c'est-à-dire le grimpeur devient le coéquipier du puncher. Et voilà, on commence à se dire, est-ce que Quintana va rejouer la victoire sur un grand tour? Ouais, c'est assez hallucinant, puisque après 2017, on s'était dit, bon, il a fait l'enchaînement de Giro, Tour de France, c'était difficile à préparer, il s'est un peu loupé, etc. Personnellement, je me disais, bon, il a 28 ans, la saison 2018, il va envoyer du lourd, il va refaire un programme comme avant. Surtout que l'enchaînement Tour Vuelta, il le connaît, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, et il l'avait plutôt bien réussi les fois d'avant. Ouais, donc c'est vrai que là, pour le coup, sa saison ne ressemble à rien. Enfin, il a peiné pour faire des top, pour faire un top 10 au classement général, que ce soit sur le Tour. Enfin, il ne l'a même pas fait, je crois, et sur la Vuelta. Et même je l'attendais personnellement, moi, à un niveau d'un Pinot, par exemple, sur les 2 étapes de montagne que justement Thibaut Pinot remporte, j'attendais Quintana au moins au niveau de Thibaut Pinot à ce moment-là. C'est là où on serait attendu à le voir. Disons de l'image du Quintana qu'on connaît et qu'on s'était forgé au fur et à mesure des années. Non, et c'est inquiétant pour l'avenir, je trouve. Enfin, bon, on se dit qu'il a 29 ans, donc il est encore entre guillemets assez jeune. Enfin, comme Thibaut Pinot, où il a un an de plus. Mais au final, est-ce qu'il a vraiment cet âge-là? Est-ce qu'il a pas plutôt 45 ans, ou est-ce que, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Peut-être qu'il était trop fort, trop tôt. Et il y a un souci de management de manière générale au sein de la Movistar. Enfin, on en a parlé pendant le tour, on en a reparlé un peu là. Au départ de la Vuelta, au vu de la concurrence, t'alignes Carapaz, Valverde et Quintana. Enfin, t'as pas le droit de faire autre chose qu'un podium minimum. Et encore, je suis gentil, quoi. Enfin, Carapaz, il a été très mal utilisé encore. Il était plus fort que Quintana. Il finit, je crois, 19e, 18e, je sais plus. Je crois qu'il aura été dans les 20 premiers, certains. Sur la dernière étape aussi de montagne, on a vu que Quintana était mal utilisé aussi. Quand Valverde est à la dérive derrière, on sait très bien qu'il ne va pas réussir à accrocher une 2e place, peut-être sûrement même une 3e place. Et Quintana est encore là à l'attente jusqu'à la fin de l'étape. Alors oui, il n'avait pas les jambes pour accompagner les meilleurs devant, mais il pouvait quand même essayer de s'accrocher pour peut-être avoir une meilleure place au final. Mais la Movistar, on peut se poser des questions, parce que l'an prochain, et tous les mecs sont encore sous contrat, ça veut dire que tu auras Valverde, Quintana, Landa, Soler et Carapaz. Ils vont faire quoi avec ces 5 mecs-là? Ils sont incapables de les faire bosser ensemble. Enfin, je comprends pas. Enfin, Valverde aura encore un an de plus, donc peut-être encore une fois, lui mettra certaines de ses ambitions de côté pour les. Ouais, Valverde, je m'inquiète pas pour lui parce que c'est un coureur intelligent. Il a une science de la course qui est quand même largement supérieure à la moyenne, donc il gagnera ses courses. Mais les autres zozos, enfin. C'est Quintana qui est inquiétant parce que donner l'impression comme ça de stagner à son âge, à un âge où normalement justement on atteint un peu la plénitude de ses moyens physiques et également finalement de ses connaissances acquises sur le terrain. On sait mieux se placer, on arrive à normalement moins bouffer du vent pour rien, etc. etc. Donc on devrait avoir un Quintana qui devrait avoir là maintenant atteindre ses plus belles années et se construire son vrai palmarès maintenant. Et on a l'impression que tout cela est déjà derrière lui. Donc l'année 2019 sera très très importante pour lui. Il y en a certains là qui sont passés un peu au révélateur en cette Vuelta, comme Bookman qui monte peut-être ses limites finalement sur les grands tours, ou Aru, comme vous l'avez vite évoqué, qui a fait une année catastrophique et voilà, s'il était arrivé sur la Vuelta pour faire des déclarations relativement fracassantes. Bon, ben voilà. Juan qui rentre dans le rang aussi. Juan qui rentre un peu dans le rang, puisque finalement, voilà, on a l'impression que cette 2e place acquise sur le Tour de France était peut-être un peu un mirage. On n'a plus revu cet Juan-là cette année.
Donc voilà, il y a beaucoup de choses finalement beaucoup de cartes qui sont redistribuées à la fin de cette Vuelta et qui laissent augurer d'une année 2019 assez importante pour nombre de ces coureurs qui sont en difficulté. Voilà, je pense qu'on peut peut-être faire le tour, clore maintenant le grand chapitre de ce tour. Et je voulais vous demander de manière générale, vous, quelles étaient vos impressions, votre ressenti sur ce tour, ce que vous en avez retenu, si globalement, après tout ça, est-ce que vous l'avez apprécié ou pensez que ça aurait pu être mieux, peut-être un petit mot sur le parcours, je ne sais pas. Enfin, voilà, une sorte de bilan général. Qui veut commencer? Noé, je t'en prie. Rétrospectivement, je pense que c'est le grand tour que j'ai préféré parce que on va pas reparler du Giro et de la purge Froome. On peut reparler du Tour de France, c'était assez lent et on a vu au final qu'il s'est passé peut-être, c'était compliqué, on va dire comme course pour un téléspectateur, ça se décantait très tard, très souvent dans la course. Et au final, la Vuelta avec donc Simon Yates qui a été offensif, chaque fois des étapes qui jouaient sur deux plans, d'un côté les échappées, puis les leaders. Et enfin, un retournement, pas vraiment un retournement de situation, mais on va dire Valverde, où on pensait qu'il pouvait peut-être essayer de changer les choses jusqu'à la fin. Plusieurs choses comme ça. Je pense que c'était la Vuelta était le grand tour le plus réussi pour ma part. Je pense que c'est celui que j'ai pris le plus de plaisir à suivre. Très bien. Charles? Ouais, moi je vais pas surprendre. Cette fois-là, je vais aller à contre-courant de Noé. Il y a du spectacle, il se passe des trucs, c'est super, génial, mais sur le critérium du coin aussi, il y a du spectacle si les coureurs se tirent la bourre. Enfin, on l'a déjà dit, je ne veux pas non plus revenir trop dessus. Enfin, en termes de niveau, c'est quand même très faible. C'est que les coureurs quasiment qui sont en rattrapage parce qu'ils ont loupé quelque chose à un moment. Les sprinteurs, ils sont pas là alors qu'ils n'ont rien à gagner en fin de saison, comme les championnats du monde leur conviennent pas. Les parcours, c'est toujours assez moyen parce que l'espèce de mur à répétition, c'est bien pour Valverde, mais pour le reste des coureurs, ça donne des possibilités assez limitées. Il n'y a pas de grande étape de montagne et pour moi, c'est quand même une obligation quand on a un grand tour d'avoir au moins une ou deux grandes étapes de montagne. Donc, moi, je serais pour réduire la Vuelta à 2 semaines parce que c'est ce qu'elle mérite. Oh là 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 là. Sacrilège, sacro-saint, sacrilège. Exactement, oh là là. Aïe 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 aïe. Oh, c'est fini, pouce rouge. Oh là, c'est fini. Allez, Greg? Oui, alors même si, oui, il manque peut-être quelques top coureurs, mais le top plateau n'est pas si mauvais non plus finalement. Après, je trouve qu'il y a des coureurs plutôt sympathiques comme Kreuzweig, Pinot qu'on voit à l'œuvre. Donc écoutez, ça fait plaisir un peu aussi de les voir à l'avant. Après, je partage aussi les nuances sur le parcours. On aimerait une grosse étape de montagne pour un peu que les punchers soient mis à rude épreuve. Mais je trouvais quand même que c'était plutôt agréable à suivre, plus que bon nombre d'étapes du Tour de France notamment. Oui, ce qui aide aussi, c'est qu'en général, on suit la dernière demi-heure ou la dernière heure et on ne suit pas les étapes en intégralité. Donc, ça fait forcément moins chier. Ouais, ça, c'est une énorme différence. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pu voir la course, elle était souvent retransmise plusieurs heures avant l'arrivée, mais jamais j'ai mis la course à 100 km de l'arrivée. Enfin, pendant le tour, on est tous branchés dès le début de la retransmission, donc on a forcément un regard plus dur. À 11h du mat et on attend comme des fous, quoi. Ouais. Moi, je fais le pari que si jamais on regardait la course, la Vuelta du début à la fin, chaque étape, on aurait un regard très très noir sur le scénario. Enfin, c'est aussi une question d'heure d'antenne, etc. Enfin, forcément, quoi. Puis moi j'attends plus du Tour de France que de la Vuelta. Enfin, aussi, je pense. Ouais, il y a moins de prestige, moins d'enjeux. Et puis, ce qu'il y a avec la Vuelta, c'est que c'est illisible une semaine avant, c'est illisible le jour du départ, et même après une semaine, c'est encore illisible, puisque la moitié des coureurs qui faisaient top 10 à ce moment-là ont disparu entre-temps. Donc, mais bon, c'est une autre façon de voir le cyclisme, quoi. Oui. Je pour synthétiser un peu tous vos avis, finalement, parce que vous n'êtes pas loin d'être à peu près tous d'accord, hein. Le parcours, il est ce qu'il est. Forcément, avec les limites qu'il impose, on ne peut pas avoir un scénario avec des grandes explications à 100 km de l'arrivée. Déjà, il faut que les étapes fassent au moins 100 km, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, forcément, voilà, ça limite les choses.
À partir de là, je considère quand même que finalement, les coureurs nous ont offert presque le meilleur spectacle qu'il était possible d'avoir finalement, compte tenu du contexte. On n'a pas trop eu à se plaindre, des belles explications entre échappés et puis aussi des belles explications entre leaders. Voilà, bon écoutez, je pense que ça commence à être long, donc on va clore au plus vite. En guise de conclusion, je vais passer le relais à Charles, qui donc va faire une petite annonce en vue des championnats du monde qui arrivent bientôt. Ouais, juste profiter de la fin de ce Tour d'Espagne pour vous donner quelques infos par rapport à la suite. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu spécial lors des mondiaux. On a 2 personnes qui seront accréditées sur place, donc qui pourront nous donner un regard intérieur de ces championnats du monde, et on vous donnera toutes les infos nécessaires quant aux horaires de diffusion. Et pour la fin de saison, on devra faire une émission sur le Tour de Lombardie, je pense. C'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. On va aussi faire un live tous les soirs pendant le Tour de Turquie. Il y a le Tour de Guangzhou. Peut-être encore, et sûrement aussi une émission encore pour suivre l'évolution du marché des transferts. Ouais, je plaisante bien entendu. Ensuite, on va voir, on fera peut-être un point définitif sur les transferts, et puis on vous prépare pas mal de choses, des missions un peu spéciales pendant l'intersaison, pour faire les bilans des équipes, des trucs un peu spéciaux. On sait qu'on arrive à Ice Manager, un jeu qui plaît à beaucoup de monde. On aura aussi plein d'autres surprises, donc on restera sur un rythme assez conséquent, je pense, jusque début janvier et la reprise de la saison. Donc restez branchés sur veloclub.net et on vous donnera toutes les informations sur nos émissions. On espère que ça vous a plu, cette première saison, entre guillemets. On sait qu'on a pas mal de progrès à faire, on était encore pas mal en rodage, mais on va bosser, on va aussi profiter de cette intersaison pour essayer d'améliorer quelques points, et en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à faire ces émissions. Oui, c'est en tout cas ce que je retiendrai. C'était une première année très intéressante à ce niveau. Voilà, donc on se retrouve de toute façon très très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.